Il y a des hommes derrière les hommes. Il y a des hommes derrière les hommes parfois, surtout chez LREM et d'autres d'ailleurs. Attention, qui que vous soyez, attention, cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences. Sans blague! Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza? Mais vous savez que vous commencez à m'énerver avec vos questions. Est-ce que je vous en pose des questions, ouais? Les Français sont dans la rue, plus personne ne peut payer ses factures, le pays est face à une crise sociale sans précédent. Et que trouve à faire l'Assemblée nationale 2 jours avant une grève historique qui réunira 1 million de personnes contre le néolibéralisme? Adopter une résolution contre l'antisémitisme. Vous êtes bien à l'écoute d'On Nettoie l'info, version hebdomadaire, 12e numéro, et c'est parti. Alain Finkielkraut cible samedi d'insultes de la part de Gilets jaunes qui le traitent de sale sioniste. L'image a choqué la classe politique. Une trentaine de députés veut proposer une loi pour pénaliser l'antisionisme, c'est-à-dire la remise en question de l'existence de l'État d'Israël. Vous avez eu la définition parfaite samedi avec Alain Finkielkraut qui se fait traiter de sale sioniste de merde. Qu'est-ce qu'il veut dire le gilet jaune qui dit ça? Il veut dire sale juif de merde. C'est ça qu'il veut dire. Mais ils utilisent la rhétorique de sioniste parce que ça permet, en tout cas ils le pensent, de ne pas être poursuivis par la justice. Bon, alors plusieurs choses. On va revenir d'abord sur le contexte de cette adoption, ensuite sur les implications concrètes de cette résolution, et enfin sur l'envers du décor de l'adoption de cette résolution, justement, notamment les réseaux à l'œuvre, les réseaux qui ont porté sur le devant de la scène politique cette résolution contre l'antisémitisme. Alors, Monsieur Corias, d'après vous, est-ce que cette adoption en catimini et peut-être en urgence, on va y revenir, est-ce qu'on peut la mettre en lien avec la séquence de contestation sociale que l'on connaît, notamment cette grande grève du jeudi 5 décembre? Non, bien sûr, parce que si je dis oui, on est tout de suite dans un amalgame qui pourrait être dénoncé comme antisioniste ou antisémite, donc je préfère dire que c'est une coïncidence d'agenda. Et conspirationniste. Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, on a eu le droit déjà maintenant, on a des frappes préventives sur les conspirations, les complotismes éventuels sur les grands sujets de société ou les événements. Donc, à peine il se passe quelque chose, on est déjà prévenu que ça peut devenir dangereux de réfléchir aux implications ou déterminismes profonds de tel ou tel événement. Et pourtant, cette semaine, il s'est passé quelque chose en 2 ou 3 jours d'assez étonnant à ce niveau-là. Et d'ailleurs, quand vous parlez, monsieur Debracq, je m'excuse de vous interrompre pour la 2e fois, en même pas 1 minute, vous m'avez parlé de résolutions, ça m'a fait tilt, parce que pour moi, les résolutions sont les résolutions de l'ONU à l'encontre d'Israël, qui violent régulièrement, justement, les résolutions de l'ONU, et donc Israël étant défendu aux Nations Unies par les États-Unis, le parapluie américain, ils peuvent se permettre de violer régulièrement en gros, le droit international. Donc, quand j'entends résolution, moi, je sors mon petit carnet historique et je vois de la liste incroyable des résolutions violées à peu près en 70 ans par l'État d'Israël. Voilà. Sinon, donc là, pour le coup, c'est une résolution inverse et alors, pour le coup, celle-là, il ne faut pas la violer. Ah, il faudra surtout pas la violer. Et effectivement, le conspirationnisme est visé à l'intérieur de cette résolution. On va y revenir. Mais en ce qui concerne donc la séquence sociale dans laquelle nous sommes et cette espèce d'adoption en urgence par l'Assemblée nationale, quel est le lien? Est-ce qu'un certain lobby a peur de la révolution, d'un changement de régime et donc pousse pour faire passer ses prérogatives, ses intérêts avant le collapse? Est-ce que ce lobby profite que Macron, justement, soit affaibli par la contestation, par la période? Ou est-ce que ce lobby veut absolument sanctuariser, préserver ses intérêts, quel que soit le contexte? Je coche la case numéro 4. Je ne pense pas qu'il y ait une terreur absolue des membres de la communauté organisée par rapport à la contestation sociale. Par contre, il y a des faits qui ont été vérifiés. Par exemple, je suis retourné un peu en arrière et en février, il y a eu un article du Point qui disait que 40% des gilets jaunes étaient très complotistes. Alors évidemment, en dessous, il y a toujours les analyses de notre ami Rudy, 3e Reichstag, mais n'empêche que, effectivement,
quand on sait ce qu'il y a sous le terme, le qualificatif de complotiste, en général, c'est juste des gens qui veulent pas se faire entuber par l'oligarchie, par les lois néolibérales ou les réformes néolibérales. Donc ça suffit aujourd'hui, il suffit de très peu pour être complotiste. Voilà. Avant, pour être complotiste, il fallait vraiment croire que des reptiliens avaient débarqué il y a 20 000 ans pour transformer les hommes préhistoriques en êtres supérieurs, ou je ne sais quoi. Aujourd'hui, la définition du complotisme est devenue très large, et ça rappelle d'ailleurs cette fameuse résolution qui amalgame l'antisionisme et l'antisémitisme, et dont l'acception est extrêmement large et nébuleuse. Bon, on y reviendra, je pense. Et bien, en réalité, on l'a vu avec la contestation des Gilets jaunes qui dure depuis 54 mouvements maintenant, 54 semaines. Il y a évidemment de la revendication sociale, très, très matérielle, c'est-à-dire on veut plus d'argent, on veut moins de taxes carburant, etc. On ne veut pas être déconsidéré, ni les Français oubliés de la France périphérique, mais il y a doublé dans cette contestation sociale, une contestation des élites. Parce qu'avant, quand il y avait une manifestation, c'était, on réclamait un peu plus d'argent, une revalorisation du SMIC, plus de vacances, je ne sais quoi. Voilà, je dirais les revendications classiques. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a ? On a carrément une contestation du système. Et le système, il y a ceux qui l'incarnent. C'est quoi le système ? Pour beaucoup de gens, je simplifie, c'est le gouvernement, ce sont les médias, et puis ce sont les gens qui ont la parole ouverte, donc eux, la libre expression dans les médias. On voit que la liberté d'expression n'est pas pour tout le monde, et du coup, la contestation porte sur ces gens qui représentent le système. Ce sont des personnes, ceux et celles qu'on voit tout le temps à la télé, dans les médias dominants ou les médias de masse, et du coup, effectivement, du côté, par exemple, du CRIF ou de la communauté organisée ou de ceux qui considèrent que les Gilets jaunes sont complotistes, eh bien, on peut avoir l'impression que la contestation qui vise habituellement le pouvoir visible peut se reporter sur le pouvoir profond. Et d'ailleurs, on a vu à ce sujet des Gilets jaunes qui s'appelaient, je crois, ou qui s'appellent toujours les Gilets jaunes constituants, viser des lieux de pouvoir. On l'a vu lors de certains samedis. Et tout récemment, cette semaine, je crois, dernier samedi, il y en a qui ont même été manifestés devant le studio de Conspiracy Watch. Alors c'est assez drôle parce que Conspiracy Watch ne pèse rien, mais c'est un symbole. C'est un symbole justement de l'accusation permanente contre les Français qui manifestent pour leur niveau de vie et le respect de leur personne, une accusation permanente de complotisme, de conspirationnisme et d'antisémitisme, puisque de ce côté-là du pouvoir, on a le droit d'amalgamer. Voilà. Alors, sans amalgame, il est vrai qu'il pourrait y avoir une suspicion de collusion entre le monde financier, le monde bancaire et le lobbystonniste. En tout cas, la résolution en question nous interdit de nous poser la question. Ça, c'est intéressant de le souligner. Et sinon, je voulais revenir sur l'agenda, parce que on ne l'a pas encore évoqué, mais il y a eu une profanation le jour même de l'adoption de la résolution. Le 3 décembre, oui, profanation en Alsace de 107 stèles d'un cimetière juif. Alors, on remarque que les profanations ont toujours lieu en Alsace. Je me suis posé la question de savoir si les antisémites ou les nazis ou malgré nous, alsaciens, étaient plus actifs qu'ailleurs, parce que dans le sud, ça ne se passe pas, ni même en région parisienne. Je reconnais quand même qu'il y a une profanation de stèles d'un cimetière juif en région parisienne il n'y a pas très longtemps. Malheureusement, l'enquête, qui a été diligentée avec une extrême rapidité, a mené à un pauvre chauffard qui avait perdu le contrôle de son véhicule et qui avait niqué quelques plaques. Donc, on voit qu'il y a un certain endroit en France, en Alsace, où la communauté alsacienne effectivement est historique, bien implantée et même assez puissante. Eh bien, à cet endroit-là, il y a beaucoup de profanation qui tombent à pic. Là, évidemment, malheureusement, c'est tombé 2 jours avant l'adoption de cette fameuse création de cette fameuse officine contre la haine par Castaner, le clown ministre de l'Intérieur, et puis surtout avant le passage de cette loi, ou juste après, c'est juste avant le passage de cette loi à l'Assemblée, devant une Assemblée très clairsemée, cette fameuse résolution qui amalgame l'antisionisme ou l'antisémitisme. Donc là, clairement, carrément chaque jour, on a eu une petite avancée qui a encore resserré le nœud coulant autour de la liberté d'expression en France. Alors, on va y revenir sur cette résolution. Alors, effectivement, elle a été adoptée par un très, très faible nombre de voix.
C'était plus que clairsemé, hein, parce que sur plus de 500 députés, seulement 150 en moyenne, 154, je crois précisément, ont voté pour, 72 contre et 350 abstentions. On sent que ça a flippé chez les députés, surtout de passer pour des collabos, je ne dirais pas de quel camp, mais des collabos, parce qu'aujourd'hui, les gens savent qui vote pour qui, pourquoi, qui ne vote pas, qui là, qui n'est pas là. Et ce vote-là montre que tout le monde n'est pas droit dans ses bottes face à cette loi qui sent quand même le pouvoir de certaines associations qui ne sont pas élues, et surtout dans une période de contestation sociale, comme vous l'avez dit en intro, on pouvait penser que d'autres choses seraient présentées devant les députés. Or là, soudain, boum, nous tombe une résolution venue de très loin ou du ciel, qui restreint encore le champ de la liberté d'expression ou qui augmente le champ de la répression. C'était le sens de ma question. Pourquoi maintenant? Est-ce que c'est l'urgence? Est-ce que c'est la panique par rapport à justement la peur d'un effondrement de régime? Ou est-ce que c'est simplement le rapport de force? Parce que c'est un rapport de force entre lobbies qui dure depuis bien plus longtemps que ces derniers jours. Et peut-être que le rapport de force était favorable ces jours-ci, on va dire, dans cette petite séquence. Oui, il y a aussi un autre conflit ou une autre pression ou une autre politique sourde qui dure depuis longtemps, c'est que ça n'a pas été caché par les présidents successifs du CRIF ou leurs porte-parole, c'est que la loi, je dirais, qui réprime les délits en France, c'est la loi sur la presse de 1880. C'est toujours une loi sur la presse, donc en réalité, on a le droit de dire ce qu'on veut, évidemment pas provoquer à la haine raciale ni au meurtre des uns et des autres, ça c'est évident. Mais cette loi de 1880 est pour certains pas assez répressive, pas assez dure, et je crois que c'est l'ex-président de la LICRA, Alain Jakubowicz, qui, lui, veut pénaliser en fait les propos dits antisémites. Or, aujourd'hui, il ne s'agit toujours pas... D'abord, l'antisémitisme, comme le souligne Maître Viguier, n'existe pas dans les textes, et la loi n'est pas encore... ne mène pas, je dirais, à la prison directement pour des propos. C'est pour ça qu'Alain Soral n'a pas été emprisonné pour ses propos, malgré ce que demandaient justement les leaders du CRIF, de la LICRA, etc. Donc, cette loi de 1881 qui enserre encore les propos qui sont considérés comme politiques, aujourd'hui, avec cette résolution, qui est basée sur des interprétations pour les juges, et on sait que les juges ne sont pas toujours très indépendants du pouvoir politique, eh bien, cette loi peut glisser vers des interprétations politiques, et du coup, même sans le changement de la loi 1881 sur la presse, on pourrait avoir quelque chose de l'ordre de la répression quasi pénale de propos qui sont pourtant politiques. Par exemple, des propos sur Israël, sans aller jusqu'à la haine, justement, de critique d'une politique de colonisation, de meurtres ciblés, etc. Voilà, donc on en est là aujourd'hui. Là, on rentre au cœur de l'enjeu de cette actualité, et plus que de cette actualité d'ailleurs. C'est vrai, comme vous le rappelez, et comme nous le rappelle Maître Viguier, l'antisémitisme n'est pas défini juridiquement. Ce qui est défini juridiquement, c'est la haine raciale, l'apologie de crimes contre l'humanité, par exemple, mais pas l'antisémitisme aux grandes dames, effectivement, d'un certain lobby, le lobby sioniste, le CRIF, Netanyahou, Meir Habib, etc. On les connaît. D'ailleurs, ils sont très revendicatifs dans cette affaire, donc ils se montrent. Et l'antisémitisme est, à ce jour, encore une fois, à leur grand désarroi, une notion politique. Mais une notion politique qui tend, sous la pression, petit à petit, à devenir pénale, voire, j'imagine, dans leurs rêves les plus fous, constitutionnelle, constitutionnalisée. Je pense vraiment que c'est l'objectif, c'est leur optique. En plus, l'idée, c'est de faire glisser le politique vers la haine. Voilà, tout est là. C'est là l'articulation majeure principale de ce travail de fond, c'est qu'une opinion politique devienne soudain de la haine. Donc il faut traduire ça. C'est très tordu, c'est pilpoulien, mais ça va devenir peu à peu possible. Alors évidemment, on peut dire... Alors il est même écrit dans les résolutions qu'on peut critiquer la politique de l'État d'Israël. Merci bien pour cette liberté qui nous a accordée. Mais il faut faire très attention en allant trop loin, ou ne pas aller trop loin, avec des frontières extrêmement floues. D'ailleurs, les frontières aussi sont floues en Israël et en Palestine ou en Cisjordanie. Eh bien,
on va devoir devenir tous quasiment des spécialistes du droit pour savoir ce qu'on peut encore dire ou pas dire en France. Ce qui est totalement absurde, parce qu'on est en France, on est quand même la patrie où le pays où la liberté d'expression, alors évidemment l'Angleterre mise à part, est plutôt reine. Et aujourd'hui, les gens vont se poser des questions s'ils ne peuvent plus critiquer ou Meir Habib ou l'État d'Israël, parce que tout va être corrélé à de la haine. Or, il n'y a pas de haine là-dedans. La France, de toute façon, c'est un pays d'esprit critique. Hein. Je ne vais pas rappeler tous les philosophes qui se sont succédés chez nous. C'est le pays de l'esprit critique. Et je ne sais pas comment on va pouvoir extirper ça de la mémoire collective nationale. Alors, Voilà. à cet égard, on va parler des implications concrètes du texte, du texte adopté par l'Assemblée nationale, donc je le rappelle, cette semaine. Donc, ce texte a ce qu'on appelle une valeur juridique non contraignante. Alors, c'est-à-dire qu'elle ne concerne pas le droit pénal. Le texte, je cite, invite, entre guillemets, invite le gouvernement à se référer et à diffuser une nouvelle définition de l'antisémitisme, une définition qui a été établie en 2016 par l'IRA, qui est l'Association internationale pour la mémoire de l'Holocauste ou de la Shoah. Et dans cette nouvelle définition qui vise à lutter, bon pareil, je cite, contre l'antisémitisme dans sa forme moderne, c'est-à-dire qui englobe les manifestations de haine à l'égard de l'État d'Israël, voilà, fermez les guillemets. Donc dans cette nouvelle définition, quand on la lit, quand on s'intéresse réellement au texte, elle est effectivement très succincte, très floue, assez floue, mais elle est accompagnée de 11 exemples. Alors bon, petit aparté, 11 pour les spécialistes, pour ceux qui aiment, pour les conspirationnistes qui aiment parler de symbolique kabbaliste et de guématrie, voilà, 11 exemples qui illustrent ce nouvel antisémitisme et qui visent à travers ces exemples, qui visent le conspirationnisme, qui visent le négationnisme, qui visent le révisionnisme et qui visent effectivement l'antisionisme. Donc, encore une fois, pas de valeur juridique contraignante dans l'immédiat, mais un pas de plus, un outil de plus, symbolique, moral, politique, pour ces réseaux qui font pression sur la France dans le but de sanctuariser leurs intérêts, quoi. Voilà, et ça prépare le terrain. Ça me rappelle le pacte de Marrakech, je crois qu'il date de décembre 2018, si je ne dis pas de bêtises. Le pacte de Marrakech sur l'immigration, l'ouverture de l'Europe à tous les migrants, à tous les réfugiés, avec un nombre d'articles incroyable. Là aussi, ce n'est pas une loi en tant que telle, mais les pays européens sont invités à se régler sur cette espèce de nouvelle loi morale et qui n'est pas encore gravée dans le marbre des textes, mais qui, à terme, je pense, est là pour structurer un peu l'imaginaire européen. Là, c'est la même chose. On avance par petits pas et puis on place des jalons. Et c'est très difficile après de revenir en arrière une fois que ces avancées ont opéré. Et je rappelle juste une chose aussi, parce que là on parlait de l'agenda tout à l'heure, après on va revenir sur la suite du débat, c'est que cette semaine, il s'est passé quelque chose quand même qui a pu inquiéter le CRIF, pour parler clairement, c'est que Mélenchon a loué les grands progrès de Marine Le Pen d'un point de vue social, puisqu'elle s'est qu'elle a associé son parti aux manifestations du 5 décembre, et son humanisme. Et cette espèce de main tendue de Mélenchon à Marine Le Pen, on sait bien que c'est pour faire chier le CRIF, et parce que le CRIF fait chier Mélenchon, puisqu'il est accusé aujourd'hui de tous les maux, presque plus que Marine Le Pen, qui a donné beaucoup de gages, on le sait, on l'a beaucoup écrit sur le site. Et voilà, cette alliance, qui n'en est pas encore une, n'exagérons pas, à la Salvini-Di Maio en France, est vue d'un très mauvais œil. Et c'est peut-être là, par rapport à cette contestation, justement, ce qui peut inquiéter, et même parfois plus, pas les milieux d'affaires, mais les milieux un peu de la dominance et du pouvoir profond qui font la politique et qui règlent la politique et qui donnent leurs ordres, par exemple, à ce pauvre Castaner. Voilà, donc je voulais juste ajouter ça. Là, ça peut induire quelque chose de l'ordre d'une vraie inquiétude, c'est-à-dire tout simplement l'union ou la réconciliation des souverainismes français de gauche et de droite. Oui, parce que Mélenchon, qui avait un peu disparu justement du jeu médiatique, puisqu'il avait complètement loupé le virage des Gilets jaunes, il essaye de revenir ces derniers
derniers temps en se posant comme l'opposant numéro 1 officiel au national-sionisme, justement. Et c'est sûr que ça peut... lui, c'est un calcul électoral qu'il fait, mais ça peut aussi lui attirer et lui réattirer des inimitiés qu'il connaît très bien, notamment avec les réseaux, avec le CRIF et les réseaux dont on parle, évidemment. On sait bien qu'il n'ira pas trop loin, n'empêche que là, il a tendu la main carrément aux électeurs de Marine Le Pen. Il a fait ce qu'a fait Sarkozy en 2005-2006 en disant non à Le Pen, oui à ses électeurs. Voilà, donc c'est une main tendue, ça veut dire qu'il va faire ces prochains temps, il est tout à fait possible qu'il va faire des efforts d'un point de vue du souverainisme. Donc dans son discours, on devrait voir arriver un questionnement sur les migrants, sur la politique européenne d'immigration, etc. Et tout ça après avoir mis quand même dehors de son mouvement de vrais souverainistes qui sont partis à cause justement de la tendance gauchiste quasi macronienne de son mouvement sur l'immigration. Bref, c'est un autre sujet, mais disons, ça touche à ça aussi. Voilà, donc je reviens sur le texte, sur la résolution contre l'antisémitisme. Effectivement, donc pas de valeur contraignante. Donc, en l'état actuel des choses, un moyen de pression de plus pour le lobby, et aussi un sacré bordel pour les juges et les magistrats, et un pas de plus dans le rapport de force et dans le chaos. Mais stipulons toutefois que cette valeur juridique non contraignante s'assimile à ce que les anglo-saxons appellent la soft law, la loi douce, qui est effectivement, qui pourrait être un pas vers ce qu'on appelle le droit obligatoire. Et donc, on parlait tout à l'heure, la pénalisation, l'entrée dans le code pénal, puisque quand on s'intéresse à ce qu'est la loi douce, les États, à force d'appliquer, comme par consensus, à force d'utiliser cette loi douce, peuvent arriver à vouloir la faire rentrer dans ce qu'on appelle, par la force des choses, dans le droit coutumier qui pourrait la faire basculer dans le droit obligatoire. Voilà, donc on est quand même dans cette logique, dans cette pente qui pourrait être dangereuse. Il faut quand même le savoir. Tout à fait d'accord. Alors, je vais revenir aussi sur le personnage, parce que évidemment, il y a des hommes derrière tout ça. Le personnage qui a porté cette résolution. Il y a des hommes derrière les hommes. Il y a des hommes derrière les hommes, parfois, surtout chez LREM et d'autres d'ailleurs. Le personnage qui a porté ce texte, cette résolution, cette proposition de résolution devant l'Assemblée nationale, c'est un député LREM, peu connu du grand public, mais qui va apprendre à le connaître certainement, puisque justement avec tout le bon boulot qu'il fait, il va certainement prendre de plus en plus d'importance dans le paysage politique français. Et ce député se nomme Sylvain Maillard. Alors déjà, on l'a dit tout à l'heure, mais je le redis, cette résolution divise même au sein de la majorité LREM, puisque je crois qu'à peine 80 députés de la majorité ont suivi. Donc c'est-à-dire que ça fout quand même la merde, même au sein du macronisme, cette résolution. Tout, au sein de toute la classe politique française, finalement. Alors, Sylvain Maillard n'est pas seulement député LREM, il est aussi vice-président du groupe Amitié France-Israël. C'est un entrepreneur, il est millionnaire. C'est un entrepreneur millionnaire qui est en business aussi avec différents États européens et aussi avec l'État d'Israël, qui s'intéresse aux sociétés israéliennes de cybersécurité. Alors déjà, je ne sais pas si c'est lui qui s'intéresse à ces sociétés ou si ce sont ces sociétés qui s'intéressent à lui. En tout cas, il a un lien avec le complexe militaro-industriel israélien. Vous allez trop loin, monsieur de Brague, mais bon, continuez. C'est que de la biographie qui sera disponible sur le site, d'ailleurs, au moment où cette émission sortira, je pense, qui est en phase de rédaction, donc assez lié à Christian Estrosi, par exemple, et d'autres. En fait, Sylvain Maillard, si je veux résumer, il a tout ce qu'on appelle le Shabbat Goy, le Shabbat Goy franc-maçon, qui est pris en main par les réseaux d'un certain lobby, en grande partie les réseaux strauss-kahniens d'ailleurs, qui sont autour de lui, comme Benjamin Griveaux et d'autres, parce qu'il fait partie de l'équipe de campagne de Benjamin Griveaux pour la municipale de 2020 à Paris. Et donc voilà, Sylvain Maillard, certainement pris en main par ces réseaux qui vont faciliter peu à peu sa percée en contrepartie, quoi. Et je voulais préciser aussi que le couple présidentiel gouvernemental, Macron-Philippe, lui n'était pas forcément favorable à l'adoption de cette résolution. On ne l'a pas entendu, c'est un signe, on ne l'a pas entendu dans cette affaire. Il s'est montré très discret, il n'a pas envie de prendre des coups.
On les a pas entendus et en vérité, ils ont même freiné, repoussé cette adoption. Ils ont demandé à ce qu'elle soit réécrite puisque c'était déjà une résolution qui était revendiquée lors du dernier dîner du CRIF. Et lors du dernier dîner du CRIF, donc au mois de février, Macron s'était prononcé officiellement contre la pénalisation de l'antisionisme. Et j'ai vraiment l'impression que Macron et Philippe ne veulent pas commettre les mêmes écueils que Manuel Valls, ne veulent pas finir comme Manuel Valls. Ils ont bien conscience de la démonétisation qui leur pend au nez s'ils se mettaient à être aussi serviles que Manuel Valls à l'égard du lobby. Et François Hollande. Et comme François Hollande. Et donc, je pense qu'ils ne voient pas forcément d'un bon œil cette résolution qui est portée pourtant par l'un des leurs, hein, puisque Maillard est un ancien porte-parole d'Emmanuel Macron lors de la campagne présidentielle de 2017. Et Maillard, dans son argumentaire, s'était notamment saisi, au lendemain du dernier dîner du CRIF, s'était saisi de l'affaire Finkielkraut. Vous vous souvenez, lors des Gilets jaunes, lors de l'acte 14 des Gilets jaunes, Alain Finkielkraut s'était fait injurier, insulté de sale sioniste, insulte suprême certainement. Et Maillard s'était tout de suite jeté sur l'affaire, s'était saisi de ce prétexte pour dire ça suffit, il faut pénaliser l'antisionisme. Et il avait fait pression. Et à ce moment-là, donc au mois de février, Macron et Philippe avaient repoussé ces propositions. Bon, arrivé en décembre, on voit qu'on a passé un cap. En soi, sale sioniste, je ne sais même pas si c'est une injure. En tous les cas, ça ne peut pas être pénalisé. Sale sioniste, on peut dire sale islamiste, on peut dire sale français, on l'entend tout le temps. C'est difficile de pénaliser ça ou même d'en faire un délit. Alors évidemment, on peut y trouver une petite notion de haine, bien sûr. Mais je crois que le mot sale, regardez Marine Le Pen qui a été décrite, dessinée en étron et mise bien en avant dans l'émission de Laurent Ruquier, ça a été jugé et autorisé. Donc entre sale merde et sale sioniste, enfin je ne sais pas ce qui est le plus grave ou le plus dangereux. Mais bon, c'est un autre débat, c'est un débat juridique. Nous ne le ferons pas ici, monsieur Debracq, je pense. En tout cas, encore une illustration de ce rapport de force entre différents réseaux oligarchiques et entre le réseau CRIF ultrationniste et le réseau néolibéral Macron. Voilà. Et dans cette fin d'année 2019, ça craque de partout. Ça craque. En tout cas, on voit la stratégie des durs, ce que j'appelle le sionisme, le dur ou le hard sionisme, on la voit à l'œuvre. Et alors c'est pour ça que c'est difficile à comprendre souvent pour le grand public. Il a l'impression d'avoir deux sons de cloche et d'un président hésitant de ce point de vue, et de l'autre côté quelque chose de plus dur, de répressif qui avance. Et donc la lecture de ces deux mouvements musicaux en même temps donne un bruit assez indéfini. Et pourtant, quand on les détache, on voit bien qu'il y a deux stratégies à l'œuvre qui se combattent, plus ou moins. Elles peuvent s'entrelacer. Mais aujourd'hui, clairement, Macron, via ce Maillard, qui s'écrit M-A-I-2-L-A-R-D et pas M-A-G-Y-A-R, on voit qu'il s'est fait forcer la main et que c'est pas son intérêt que de voir actuellement pendant la contestation sociale, passer en douce ce genre de résolution, plutôt liberticide d'ailleurs. Même si, encore une fois, la collusion entre le système bancaire, financier et le lobby sioniste est parfois ténue et provoque ces abrasions qui sont bien toute la problématique française, quoi qu'on en dise. Ouais, c'est la politique profonde aujourd'hui qui est à ciel ouvert, je dirais. On la voit. Avant, tout ça était caché, à fleuret moucheté, c'était très difficile à lire. Aujourd'hui, les gens qui sont un peu conscientisés, même assez récemment, peuvent lire assez facilement cette lutte des clans au sommet. Alors certains disent qu'il s'agit de deux tendances de la franc-maçonnerie. C'est possible, mais en gros, c'est Attali contre, comme vous dites, la tendance Attali-Macron contre la tendance dure, incarnée par les pro-israéliens ou pro-nétanyéistes. Je rappelle que Netanyahou, en Israël, en ce moment, il a beaucoup d'ennuis, des faits de corruption, d'argent accepté, de magouilles, et puis on parle même pas des 2 milliards d'euros des sous-marins nucléaires allemands qui ont été vendus à Israël, qui ont donné lieu à d'immenses pots de vin. Bref, ça c'est autre chose, et j'espère qu'on aura encore le droit d'en parler, et que ça ne sera pas considéré comme de la haine ou de l'antisionisme. Netanyahou qui a
soutenu officiellement la nouvelle définition dont on vient de parler durant l'émission. Étonnant. Eh bien, on va se quitter là-dessus, colonel. Au revoir. Eh ben, on va se quitter là-dessus, mon colonel. Alors, j'ai pris du galon, monsieur Daourag, merci. Alors, on avait beaucoup hésité avec une autre actualité de la semaine, c'était le sommet de l'OTAN et le clash Macron-Trump. Alors, peut-être qu'on traitera cette actualité la semaine prochaine, puisqu'on arrive vers la fin d'année, s'il n'y a pas d'actualité brûlante, lourde, chaude la semaine prochaine, peut-être qu'on se paiera le luxe de revenir sur ce sommet de l'OTAN qui n'est pas rien en termes de politique internationale. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur Correa ? C'est faisable ? Tout à fait d'accord. Je voulais juste rajouter pour le sujet du jour les conséquences pratiques que va avoir cette résolution, même si elle n'est pas encore inscrite dans le marbre de la loi. On avait titré un jour un petit article, je crois, du genre est-ce qu'il est antisémite de dénoncer les vols de vannes de Gad Elmaleh, quelque chose comme ça. On peut dire la même chose pour Balkany, parce qu'on voit que Balkany est en prison, il se présente d'ailleurs ou représente à la mairie de Levallois du 92. Parce qu'on voit, je vais vous dire la vérité, mais vous le savez, sur les réseaux sociaux, Balkany se fait littéralement lyncher. Mais les gens ne le traitent pas de sale juif. Je mets des guillemets, des parenthèses, tout ce que vous voulez, ou des pincettes. Il n'y a pas ça. C'est juste que pour eux, c'est le symbole de la corruption du 92, de tout un système, RPR, etc. Et puis de toute la clique, Sarkozy, évidemment... toute cette partie ultralibérale, pro-américaine et pro-israélienne du RPR qui a un peu tué, qui a même quasiment tué le gaullisme français ou qui l'a retourné. Voilà, donc se poser des questions sur Balkany, est-ce qu'on pourra encore le faire ? Sur Gad Elmaleh, Patrick Bruel, ses agressions sexuelles, voilà, ça va toucher à beaucoup de secteurs et je crois que le grand public va se retrouver peut-être à devoir se censurer ou s'auto-censurer, mais les gens n'en penseront pas moins et c'est peut-être ce qu'il y a de pire, puisque on ne peut pas atteindre les pensées des gens, on peut leur supprimer la parole, d'ailleurs c'est ce qui est fait à grande échelle, et puis on peut interdire des écrits, bien sûr, mais de tout accès de haine, et dans une définition extrêmement large, peut avoir un véritable effet inverse, un effet reverse sur la population qui est éprise de liberté d'expression, d'esprit critique et d'humour. Voilà, tout ça va être touché, on l'a vu avec Dieudonné et Soral évidemment. Dieudonné va jouer à Orléans, on a l'impression que c'est le blitzkrieg nazi qui arrive, la ville d'Orléans qui ferme ses fenêtres et ses portes, etc., parce que le monstre on est complètement dans le délire, c'est un humoriste, mais toute la classe politique est aux ordres, là aussi, du CRIF, puisque souvent les ordres viennent d'un CRIF ou de la LICRA locale, pour empêcher quelqu'un de faire de l'humour. Donc ça a été vraiment déjà loin. Est-ce que ça peut encore aller plus loin ? Il y a bien un moment où cette répression et cette menace permanente sur la liberté d'expression, je pense, va craquer et se retourner. Et je pense qu'on n'est pas loin du point de rupture. Eh ben, on espère qu'on pourra continuer à critiquer Éric Zemmour quand même. Éric, oui, bien sûr. D'ailleurs, Éric, c'est marrant, il fonctionne comme un tampon national. Il déclenche les pros et les anti-radicaux de chaque camp. La gauche le déteste, le hue, etc. Mais évidemment, jamais un mot n'est prononcé sur sa confession juive. Et heureusement, parce qu'il n'est pas question de ça. Même si lui-même n'est pas un sioniste primaire, je pense que c'est plutôt un sioniste secondaire, c'est un sioniste intelligent. Et on voit avec des gens comme Meir Habib, sans faire insulte à son intelligence, qui fait partie, lui, des sionistes primaires, c'est-à-dire facilement attaquables ou dénonçables. Quand on défend l'État d'Israël et la colonisation, évidemment, difficile de défendre aussi le droit de l'homme. Zemmour est beaucoup plus intelligent et représente une tendance, on le sait, national-sioniste, c'est-à-dire un sionisme matiné de souverainisme français. Donc peut-être qu'il arrivera à faire tenir ça longtemps, peut-être que ça ne tiendra pas. Est-ce que c'est compatible ? L'avenir nous le dira. Chers auditeurs, on s'achemine doucement vers la fin d'année 2019, mais nous serons toujours là la semaine prochaine. Nous vous souhaitons une bonne semaine à tous. À bientôt.